Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimère. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé Les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Jiménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces vidéos. Aujourd'hui, nous restons dans le domaine 5.1 du programme intitulé Les enjeux géopolitiques et nous allons aborder plus spécifiquement le paragraphe intitulé Les tensions géopolitiques en mer aujourd'hui. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour, dans cette partie nous allons faire une partie seulement de la partie 4, les tensions géopolitiques en mer. Il y en a beaucoup, c'est décomposé en deux. Donc aujourd'hui nous allons faire plus particulièrement le problème de la Chine, c'est un gros morceau. Les problèmes induits par les changements climatiques et les nouveaux problèmes géopolitiques et la problématique des détroits, canaux et zones sensibles. Donc dans ces gros morceaux et un petit quiz à la fin. Bon courage à vous. Cette citation est assez intéressante et on a assisté à un basculement stratégique d'une puissance à la mer à une puissance depuis la mer. La mer est vraiment un élément de puissance très important actuellement. Donc, premièrement, dans cette partie, la Chine. Alors la Chine est en train de lancer des nouvelles routes de la soie, et ces nouvelles routes de la soie passent par des voies terrestres, mais aussi par des voies maritimes que la Chine compte maîtriser. Donc voilà un petit peu plus en détail donc ces nouvelles liaisons ferroviaires, des nouvelles liaisons maritimes aussi. Donc grâce aux nouvelles routes de la soie, la Chine souhaite sécuriser ses approvisionnements, s'assurer de base pour sa marine, et elle développe tout un tas de partenariats avec des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine. Alors ces acteurs, que font les Chinois très précisément, par exemple la Chine exploite pleinement le port grec du Pirée et va en faire un des plus grands ports d'Europe. De même pour le port de Gwadar au Pakistan, dont les Chinois sont présents un petit peu partout et tissent leur toile. Alors la Chine, elle utilise la question maritime pour affirmer sa souveraineté sur les îles de mer de Chine méridionale. Donc il y a tout un tas de conflits actuels et peut-être futurs, il ne faut pas le souhaiter, dans cette région-là. Alors par exemple, la théorie de la Chine, c'est la ligne des 9 traits, qui délimite le territoire maritime que la Chine revendique depuis 1947 et l'arrivée des communistes au pouvoir. Donc cette ligne des 9 traits va très proche d'autres pays, elle englobe les îles Spratly, donc on en reparlera de ces îles, disputées par le Vietnam, la Malaisie et les Philippines, et les îles Paracel, ça aussi on en reparlera, par le Vietnam. Dans cette région de mer de Chine méridionale, alors il y a des revendications qui se croisent et qui s'entrecroisent entre tout un tas de pays riverains, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei, et donc qui vient percuter en quelque sorte les demandes de la Chine avec cette ligne des 9 traits qui est figurée là. Alors en plus dans la région, il y a des pays protégés par les États-Unis, des bases militaires américaines, des bases militaires chinoises. On a tout qui est en place finalement pour une escalade, en espérant ne pas déboucher sur un conflit. Il y a tout un tas d'îlots inoccupés dans cette région qui n'avaient aucun intérêt avant qu'on soit fixé les zones économiques exclusives dont nous avons déjà parlé. Et tout d'un coup, ces îlots inhabités, ils prennent de l'importance pour ceux qui les occupent. Et donc on a un tas de batailles, je dirais un petit peu, mais c'est pas des batailles de pays qui essayent de s'installer sur des îlots, d'artificialiser des îlots, voire même d'en créer. Alors cette région, elle est traversée par le plus grand trafic maritime mondial, c'est d'où son intérêt aussi. Le volume de marchandises qui passe dans cette région est vraiment très important. Il y a énormément de navires qui partent des côtes chinoises, qui passent par le détroit de Malacca et qui vont vers l'Europe ou l'Afrique par exemple, plus des zones de pêche, plus des bassins gaziers et pétroliers. Donc voilà, encore une vue avec les détroits, le détroit de Malacca, le détroit de la Sonde, voilà, il y a tout un tas de détroits très importants et tout ce trafic maritime le plus important au monde traverse ces régions qui sont très contestées. Alors la puissance maritime navale est vraiment une expansion mais exponentielle pour la Chine. La Chine, depuis 1947, depuis l'arrivée des communistes au pouvoir, était dans une stratégie de défense côtière et est passée dans une stratégie de défense au large, donc de repousser la défense de la Chine le plus loin
possible. Quelle évolution du coup pour cette stratégie? Vous avez un tableau d'abord à gauche, les plus grandes marines du monde, et vous regardez l'évolution donc avec la flotte américaine qui a diminué un petit peu en volume et puis qui a repris un petit peu par la suite, la Russie donc qui ne cesse de diminuer, le Royaume-Uni, la France, le Japon. Et si vous regardez la Chine, elle passe d'un rang qui est très modeste, 25e rang mondial en 1990, à une flotte qui est la moitié de celle des États-Unis, qui est la seconde au monde en 2019, et donc l'écart ne cesse de se réduire entre les deux. Alors on peut prendre aussi le tableau de droite les sous-marins nucléaires dans le monde. Si vous regardez en 2006, la Chine elle est en orange, il y avait un sous-marin nucléaire en Chine, on est à 11 actuellement, donc là aussi une expansion vraiment très très rapide. La Chine comble aussi son retard au niveau des porte-avions qui sont encore identifiés comme des bateaux importants dans une flotte. Vous avez en photo le deuxième porte-avions chinois, le Shandong. Le premier est un ancien navire russe qui a été remis à neuf, et un troisième est en préparation. Donc, le chiffre est impressionnant, c'est qu'entre 2015 et 2019, la Chine a construit en 4 ans l'équivalent de la marine française en tonnage. Donc voici une vue de ces porte-avions. À gauche, vous avez le premier qui est un porte-avions russe à la base, Liaoning, le Shandong donc le second, et vous avez une vue aérienne du troisième qui est en construction, qui sera mis à l'eau normalement avant 2027. Alors ça, c'est des images satellites qui sont très intéressantes parce qu'elles montrent justement l'artificialisation et la militarisation des îles et îlots de la mer de Chine. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution, ce qui se passe. Vous avez par exemple les îlots Paracel, donc vous avez à gauche l'îlot à l'origine, et à droite on voit que du terrain a été gagné sur la mer, qu'il y a tout un tas de constructions qui ont été faites. Voilà un récif par exemple, qui était complètement sauvage précédemment, et qui là aussi on y creuse un port qui est artificialisé complètement par les Chinois. Alors la Chine, elle attaque aussi en quelque sorte le fond des mers, puisqu'elle a envoyé un submersible dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète, donc elle montre en faisant ça qu'elle peut atteindre aussi des points très très profonds. Point 2 de ce grand 4, c'est le climat et les nouveaux problèmes géopolitiques. En fait, les changements du climat ont un grand impact sur la géopolitique mondiale. Pourquoi ? Parce que l'Arctique, si cette région demeure très inhospitalière, la fonte de la banquise entraîne des nouveaux passages pour les bateaux et des nouvelles demandes de la part d'États riverains sur des nouveaux territoires. Donc les États riverains, ils ont des demandes sur ces zones-là qui apparaissent libres de glace dorénavant. Donc l'Arctique n'est pas, contrairement à l'Antarctique, régi par un traité international spécifique. Donc ce sont les États riverains qui se disputent un petit peu ces droits. Alors voilà un petit peu ce que ça donne de façon schématique. Donc cette région est délimitée entre le Canada, le Danemark parce que le Groenland est une région autonome du Danemark, la Norvège, la Russie, les États-Unis, l'Islande, et des zones qui se recoupent, donc des zones qui sont disputées entre plusieurs. Alors donc on le voit sur la carte, de nombreux pays se disputent certaines zones ou certains petits îlots dans la zone pour dominer ces passages du Nord. Alors quel est le statut de ces passages du Nord? Alors il y a des divergences évidemment entre les États riverains et les autres États. Le Canada, la Russie considèrent les voies du Nord comme leurs eaux à eux, des eaux intérieures. Voilà. Sous juridiction nationale. Et donc il faudrait une autorisation de passage pour passer par là, il peut y avoir une interdiction, enfin, bon. Alors les autres pays, en premier lieu les États-Unis, mais la plupart des autres pays de toute façon, sont pour une liberté de transit, disant c'est des eaux ouvertes, donc on a le droit de passer. Donc il y a eu des tensions de temps en temps dans les années 60, 80, voilà, régulièrement. Les États-Unis refusent une autorisation préalable pour pouvoir traverser cette zone avec des bateaux. Ça c'est le passage du nord-ouest, côté Canada. Pour le passage du nord-est, ce que les Russes appellent route du Nord, les Russes le soumettent depuis 1991 à une réglementation et une tarification, puisque souvent il faut être accompagné de brise-glace ou autre. Donc là, il n'y a pas beaucoup de disputes, hein. C'est la Russie qui gère ce passage-là, qui permet de raccourcir grandement le passage entre l'Europe et l'Asie. Alors sur les litiges frontaliers,
un seul demeure un petit peu embêtant, c'est le litige de l'île de Hans entre le Canada et le Danemark. Alors le Danemark agit en tant que pays qui possède le Groenland. Voilà, le Groenland a un statut d'autonomie, mais c'est le Danemark qui en a autorité dessus. Et donc régulièrement, le Canada et le Danemark ils se font une guéguerre pour cet îlot. Donc vous avez une photo qui est complètement désert, mais qui commande un passage très important entre le Groenland et des îles du Canada. Et donc voilà, bon, on n'en est pas à faire la guerre, hein, on enlève le drapeau précédent, on met le suivant avec des militaires, et ainsi de suite. Alors on va faire un petit zoom sur la mer de Barents maintenant, donc on est au nord de la Russie, le réchauffement climatique fait fondre les glaces, et ça ouvre donc des routes maritimes qui deviennent navigables. Les acteurs de l'exploitation et les marchés auxquels les produits sont destinés montre un intérêt croissant vers ces routes-là. Donc ce que l'on constate dans la mer de Barents, c'est que ça peut être étendu jusqu'aux régions de l'Arctique, et donc l'Arctique est une nouvelle frontière en quelque sorte qui se libère de glace et donc est une nouvelle frontière maritime de conquête. Donc voilà cette mer de Barents, donc au nord de la Russie, et on voit bien qu'il y a des zones en plus d'exploitation d'hydrocarbures, il y a beaucoup de pêche et d'aquaculture, et dorénavant il y a une route maritime qui peut aller de l'Asie vers l'Europe en étant beaucoup plus courte que la route actuelle, en évitant tous les détroits avec les canaux comme le canal de Suez où il faut payer par exemple. Cette mer de Barents, elle permet aux entreprises, aux grandes entreprises de dépasser des contraintes, des frais supplémentaires. Pour les ONG, il faut protéger, prévenir les risques dans cette région. Les États alentours cherchent à affirmer leur souveraineté, la Chine porte un intérêt dans la région, donc tout ça fait que forcément on débouche vers des tensions géopolitiques. Voilà le tracé de la route nord, donc avec la côte russe, avec des nouveaux ports, des projets aussi qui sont en train de se développer, des bases militaires dans la région. Alors le point 4.3, c'est les détroits, les canaux et les zones sensibles. Donc tout ce trafic maritime mondial, parfois il se retrouve dans des zones très resserrées et ça peut créer des soucis. Donc j'ai choisi comme image pour illustrer ce chapitre-là, le porte-conteneur Evergreen qui a fait l'actualité il y a quelques semaines en bloquant le canal de Suez. Alors ce canal de Suez est un canal navigable situé en Égypte, long d'environ 200 km, assez large, profond. Il relie à travers 3 lacs naturels, la ville portuaire de Port Saïd en mer Méditerranée et la ville de Suez dans le golfe de Suez qui est en mer Rouge. Donc c'est un canal qui a été percé au 19e siècle sur les plans d'un ingénieur français, Ferdinand de Lesseps, et qui permet de ne pas contourner l'Afrique pour des marchandises échangées entre l'Asie et l'Europe par exemple. Donc il a été élargi en 2015 et peut laisser passer des navires de très grande dimension à double sens. C'est environ 18 000 navires qui empruntent ce canal chaque année. En 2020, c'est près de 19 000 donc, qui ont fréquenté ce canal, et c'est une manne essentielle pour l'Égypte. Ça a rapporté par exemple 5,61 milliards de dollars en 2020 de droits de passage à l'Égypte. Les navires qui peuvent passer par ce canal, les plus gros navires possibles, sont définis par le standard dit Suezmax, facile à comprendre, les plus gros navires qui peuvent pas passer par Suez, mais aussi Panama. Donc les navires trop grands pour passer par le canal sont appelés capsize, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance, donc au large de l'Afrique du Sud, donc contourner l'Afrique. Voilà ces deux routes, celle qui permet de passer par le canal de Suez. Donc vous voyez par exemple en partant du golfe Persique, mettons pétrolier qui part du golfe Persique et qui va à Londres, eh bien il met 12 000 km et 14 jours par le canal de Suez, 20 900 km et 24 jours, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà le trafic de ce canal, donc on voit qu'il y a eu un énorme pic en nombre de navires dans les années 80, puis ça s'est tassé et s'est remonté tranquillement. Voilà. Et pour le fret, là c'est une augmentation constante. Alors je reviens sur ce navire Evergreen, quand même un navire de 400 mètres de long, d'une capacité de 200 000 tonnes, des plus gros porte-conteneurs actuellement, s'est retrouvé coincé à travers du canal de Suez, qui représente quand même 10% du commerce mondial. Donc pendant 6 jours, en 2021, en mars 2021, le canal a été bloqué et ça a grandement perturbé le commerce maritime mondial.
Et ça a aussi été un manque à gagner pour l'Égypte qui pendant ce temps-là n'a pas fait passer les bateaux. Certains se sont déroutés, ont fait le tour de l'Afrique, donc voilà, le droit de passage a été perdu. Voilà d'ailleurs une localisation de différents types de bateaux qu'on trouve en attente en Méditerranée et en mer Rouge, en attendant que l'Evergreen qui est localisé soit débloqué. Certains même étaient en attente dans des lacs en Égypte. Après le canal de Suez, on passe au détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, il est relativement moins connu, mais il est très important, c'est une des plus importantes voies de navigation au monde. Il connaît un trafic équivalent à celui du canal de Suez. Alors la place, on passe librement, c'est pas un canal. Il constitue l'une des principales voies de passage entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, et il relie 4 des pays les plus peuplés au monde, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Chine. Donc 55 000 navires l'empruntent en 2000 environ, donc c'est un gros trafic. Donc 20% du transport maritime mondial y passe en 2012, la moitié du commerce maritime de pétrole y transitait en 2010. Voilà ce détroit de Malacca, avec localisé à proximité des ports porte-conteneurs, voilà, des ports très importants, dont celui de Singapour, le 2e port mondial par exemple, avec les grandes routes maritimes mondiales. Alors ce trafic est très important à l'étroitesse du détroit, en ont fait une zone privilégiée pour la piraterie, éventuellement le terrorisme. Alors la piraterie dans l'océan Indien, c'est pas, voilà, on n'est pas dans Pirates des Caraïbes, on s'attend pas à avoir un voilier avec des canons débarqués. C'est un gros problème depuis les années 90, donc il y a beaucoup d'attaques, 25 attaques dénombrées en 94, 220 attaques en 2000, un tiers de la piraterie mondiale dans ce détroit de Malacca. Puis les États côtiers se sont entendus et cette piraterie diminue quand même un petit peu, voilà, pour plafonner à quelques camps en 2018-2010. Les marines malaisiennes, indonésiennes, singapouriennes, elles ont augmenté les patrouilles, donc ils ont réussi à faire baisser quand même un petit peu, mais pas à complètement annihiler ce pirate. Voilà localiser les actes de piraterie depuis 2014, donc on voit que c'est assez diffus, assez loin du détroit, et on voit quand même que ça se densifie autour de Singapour par exemple. Donc cette piraterie, elle est quand même très embêtante. Pour montrer l'importance du détroit de Malacca, on voit que c'est le second détroit où passe le plus de pétrole au monde, après celui d'Ormuz, qui est logique, puisque le détroit d'Ormuz, tous les pétroliers qui partent de cette région pétrolifère la plus importante au monde passent par ce détroit. Donc si on ne regarde pas ce détroit-là, puisque c'est normal finalement, le détroit de Malacca est de très loin celui où passe le plus de pétrole. Voilà, le volume en pétrole au détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, canal de Suez et canal de Panama, donc des lieux de passage inévitables un petit peu dans le monde. Voilà aussi donc la circulation dans ce détroit qui est très réglementée, donc les États riverains sont obligés de coopérer pour maintenir la sécurité. Et donc il y a des sens de circulation, un peu comme la Manche finalement, avec des bateaux qui montent à droite et qui descendent par la gauche du détroit. Alors maintenant, le golfe arabo-persique, pourquoi est-il très stratégique? D'abord, plus de 35% des hydrocarbures consommés dans le monde transitent par cet espace. C'est énorme, plus d'un tiers. Donc ça en fait un lieu ultra stratégique et il y a de multiples tensions dans les États riverains. Alors on ne va pas remonter jusqu'à la guerre du Golfe, la guerre Iran-Irak, mais l'Iran fait, par des petites attaques perlées de quelques navires, voilà, maintient un petit peu une pression contre les États-Unis, contre d'autres pays. Donc il y a une très forte militarisation de la région. Et donc en cas de conflit, les flux d'hydrocarbures, évidemment, c'est quand même assez difficile. Alors vous avez ici, par exemple, une image satellite qui nous montre un petit peu quel navire, dans la densité de navires, et surtout quel type de navire fréquente ce golfe. Et on voit évidemment que beaucoup de ces navires sont des tankers, donc des pétroliers qui vont y chercher du pétrole ou qui en ramènent un petit peu ailleurs. Donc voilà, ici les principaux ports, la route majeure qui sont spécifiés sur cette carte. L'océan Indien maintenant, alors c'est un océan très important, donc il y a des principales zones de pêche, on y trouve des routes maritimes importantes. Cet océan de transit, puisque les bateaux vont y passer, vont se croiser des routes maritimes assez importantes. C'est aussi un océan où transitent la plupart des hydrocarbures, vu que le détroit d'Ormuz débouche sur l'océan Indien. Cet océan, il est connecté aux autres mers océans que par 4 passages hautement stratégiques. Donc le plus ouvert, je dirais, c'est le contournement par l'Afrique du Sud.
Il y a le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, le détroit de Malacca et toute une série de détroits un petit peu annexes. Donc c'est un océan certes, mais pour les navires qui le fréquentent, il faut passer par des détroits stratégiques. 70% des hydrocarbures du Moyen-Orient sont acheminés vers la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, donc passe par cet océan. Il y a 2 flottes américaines basées sur cet océan à proximité, donc assez important, la 5e et la 7e flotte en permanence. Et la France est une puissance navale importante dans la zone, puisqu'elle a des présences territoriales fortes à La Réunion, à Mayotte, mais aussi des bases à Djibouti, Abu Dhabi, et plusieurs autres territoires plus ou moins occupés dans la région. La montée en puissance de la marine de guerre chinoise bouleverse un petit peu cette géostratégie. La Chine défend ses routes maritimes vers l'Europe, veut défendre ses importations d'hydrocarbures, dont la Chine a développé un réseau de points d'ancrage et de facilités navales appelé le collier de perles, voilà, avec tout un tas de bases et de ports un petit peu administrés par les Chinois. L'Inde s'inquiète de tout ça, le grand rival de la Chine, aussi peuplé que la Chine, puissance nucléaire aussi, et elle multiplie les accords de défense et les installations de surveillance. Donc finalement, cet océan Indien pourrait devenir aussi une grande zone de tension mondiale, essentiellement entre l'Inde et la Chine, mais d'autres pays un petit peu aussi avec la tension sur le pétrole. Autre détroit très important, le détroit de Gibraltar. Alors lui, il est important depuis la plus haute antiquité, finalement fréquenté par des hommes et des bateaux depuis très longtemps. Il met en connexion 4 espaces, finalement 2 espaces maritimes, l'océan Atlantique et la Méditerranée, et 2 espaces terrestres, l'Afrique et l'Europe. Donc ce gigantesque carrefour a été de tout temps très convoité, très exploité par les hommes. Et en plus des marchandises, eh bien, il y a tout un tas de trafic, de drogue et de flux migratoires qui passent un petit peu par cette zone-là. Donc ce détroit Gibraltar, il y a à la fois un verrou et une interface entre 4 espaces, 2 maritimes et 2 terrestres. Alors, il est long de 60 km, 14 km dans sa partie la plus étroite, donc il est vraiment étroit, ce détroit, et donc il constitue un enjeu géostratégique très important. Il est contrôlé en partie par l'Angleterre grâce à Gibraltar, l'Espagne bien sûr, mais aussi le Maroc. Donc voilà les grands ports de marchandises alentour, d'autres ports, la séparation du trafic maritime, et donc un petit peu ces trafics divers et les flux migratoires, des trafics un petit peu, et il y a des patrouilles maritimes très nombreuses. Alors en ce qui concerne la Méditerranée orientale, il y a des tensions historiques depuis des centaines et des centaines d'années entre la Grèce et la Turquie. Alors les tensions actuelles résultent d'un différend historique sur les frontières maritimes. Voilà, les traités de paix après la Première Guerre mondiale ont donné à la Grèce des îles qui sont très proches de la côte turque et ça crée des soucis. Donc déjà il y a eu des crises dans les années 80, dans les années 90, et il faut savoir que la Turquie n'a jamais signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Alors la Convention de Montego Bay, non signée par la Turquie, avait octroyé différentes îles, dont celle de Castellio-Risso, qui figure sur la carte, donc vous avez vu un petit peu isolée, très proche de la côte turque à la Grèce. Et cette île minuscule ampute la Turquie d'une grande superficie de zone économique exclusive et la donne à la Grèce, donc ça ne passe pas du tout côté turc. En plus, tout se complique puisque depuis quelques années, on découvre dans ce bassin méditerranéen oriental beaucoup de gaz naturel, alors dans les eaux de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, et de Chypre donc, et bon là ça crée des soucis de frontières non reconnues, sans parler de la zone du nord de Chypre qui est occupée militairement par la Turquie, qui n'est reconnue que par la Turquie d'ailleurs. Donc il y a une tension migratoire aussi dans cette région, parce que les îles grecques sont très proches de la côte turque, quelques centaines de mètres parfois, et donc c'est un formidable appel d'air pour des gens qui veulent arriver en Europe. Vous quittez la Turquie, c'est l'Asie. Faites quelques centaines de mètres de mer, vous êtes en Europe. Alors l'île de Lesbos est un bon exemple, parmi ça on voit bien que la côte turque est très proche, et cette île est bouleversée par l'arrivée massive de migrants. En 2019, le gouvernement grec a transféré plus de 15 000 personnes du camp de Moria vers le continent, et 25 000 sont arrivés la même année repeupler ce camp, donc la Grèce ne s'en sort plus de ces migrants, et surtout dans ces îles qui sont très proches de la côte turque.
Et en attendant, quelques petites questions de quiz pour s'entraîner. Bon courage. Alors, question 1, comment s'appelle la ligne de revendication chinoise en mer de Chine? Donc réponse A, la ligne des 6 traits, réponse B, la ligne des 7 traits, réponse C, la ligne des 8 traits, et réponse D, la ligne des 9 traits. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Il s'agissait de la ligne des 9 traits, donc voilà l'illustration. Question 2. Combien de porte-avions la Chine possède-t-elle? Donc réponse A, 1, bientôt 2 porte-avions. Réponse B, elle en possède 2, bientôt 3. Réponse C, elle en possède 3, bientôt 4. Ou réponse D, elle en possède 4, bientôt 5. La réponse était 2, bientôt 3. Vous avez le second porte-avions achevé et une photo du troisième qui est en construction. Question 3. Quel est le nom des îles de mer de Chine disputées par la Chine, les Philippines, la Malaisie et Brunei? S'agit-il des îles Spratly, des îles Paracel, des îles inhabitées ou des îles Vierges? Je vous laisse quelques petits instants. Il s'agissait des îles Spratly. Donc voilà la carte déchirée entre de nombreux pays riverains. Question 4. Comment s'appellent les passages maritimes libérés par la fonte des glaces antarctiques? S'agit-il, réponse A, des passages arctiques, réponse B, des passages du nord-ouest et du sud-ouest, réponse C, des passages du nord-ouest et du sud-est, réponse D, des passages du nord-ouest et du nord-est? Je vous laisse quelques secondes. La réponse était le D, passage du nord-ouest et du nord-est. Donc voilà la carte. Donc, question 5. Quel est le nom du porte-conteneur qui a obstrué le canal de Suez en 2020? S'agissait-il du Super Green? Réponse A. Du Sea Green? Réponse B. De l'Evergreen? Réponse C. Ou de l'Eversea? Réponse D. Alors le nom de ce bateau, c'était l'Evergreen, et voilà sa photo. Question 6. Quel détroit met en relation le golfe Persique et l'océan Indien, détroit très important pour le trafic pétrolier mondial? S'agit-il, réponse A, détroit de Gibraltar, réponse B, du détroit de Bab el-Mandeb, réponse C, du détroit d'Ormuz, réponse D, du détroit de Bering? Quelques petites secondes. La réponse est le détroit d'Ormuz. Voilà la carte. Je vous remercie de votre attention. Prochaine présentation sur les câbles sous-marins et la piraterie moderne.